Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News RDC. Je suis Soraya et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette édition d'information du samedi 22 novembre 2025. Une semaine dense en actualité que nous allons décrypter ensemble avec la rigueur et la clarté que vous attendez de nous. Au cœur de l'actualité ce soir, des enjeux majeurs pour l'avenir de la nation. Voici les grands titres que nous développerons. Crise sécuritaire dans l'Est. Face aux violations répétées du cessez-le-feu, l'armée congolaise sonne l'alarme contre l'AFC M23 et lance un appel solennel aux médiateurs internationaux. La situation humanitaire reste tragique. Diplomatie renforcée. Visite historique à Kinshasa de l'émir du Qatar. Un sommet qui scelle 6 accords stratégiques, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. Affaire FARDC. Coup de tonnerre au sein de l'armée. L'état-major confirme l'interpellation de plusieurs officiers supérieurs pour des faits graves liés à la sécurité de l'État. Nous ferons le point sur cette enquête sensible. Catastrophe écologique et humaine. Dans le Sankuru, un cri d'alarme est lancé pour le port de Benadibele, au bord de la disparition. L'érosion menace des milliers de vies et des infrastructures critiques. Nous ouvrons ce journal avec le dossier qui demeure la préoccupation première de tous les Congolais. La situation sécuritaire, où les tensions restent vives dans l'est du pays. La stabilité de notre nation se joue encore et toujours dans l'est du pays. Là-bas, nos forces armées sont sur tous les fronts, confrontées à la fois aux agressions des groupes armés et à des défis internes cruciaux pour la cohésion des troupes. La trêve est fragile et l'armée congolaise le dénonce fermement. Par la voix de son porte-parole, le général Sylvain Ekenge, les FARDC ont accusé ce samedi la coalition rebelle AFC M23 de continuer à attaquer leur position en dépit des accords de cessez-le-feu signés à Doha et Washington. Qualifiant cette attitude de va-t-en-guerre, le général Ekenge a lancé un appel direct aux médiateurs américains et qataris pour qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent face à ces provocations, tout en affirmant la détermination des FARDC à répondre à toute nouvelle agression. Et cette instabilité a un coût humain dramatique, qui justifie l'urgence de cet appel aux médiateurs. Un rapport publié ce jour par un collectif de défense des droits humains à Walungu, au Sud Kivu, révèle qu'au moins 112 civils, incluant des femmes et des enfants, ont été tués en seulement 8 mois d'affrontements entre l'AFC M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo. L'insécurité a des répercussions économiques et humanitaires directes. À Walungu, des exploitants miniers chinois ont dû évacuer la mine d'or de Karembu après que le site a été touché par des frappes de drones visant les rebelles de l'AFC M23. Parallèlement, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, les attaques répétées des rebelles ADF ont provoqué une véritable crise sanitaire. 5 centres de santé ont dû fermer leurs portes, le personnel médical ayant fui pour se mettre à l'abri, laissant des milliers de personnes sans accès aux soins. Sur le front interne, l'armée fait face à un enjeu majeur de discipline. Le général Ekenge a confirmé ce samedi l'interpellation de plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC. Ils sont visés par une enquête pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Le dossier en est donc aux toutes premières étapes de l'enquête judiciaire militaire. L'investigation est jugée complexe, avec de multiples connexions. Leur détention a donc été prolongée pour les besoins de l'enquête. Le porte-parole a précisé qu'ils sont assignés à résidence dans des conditions acceptables et qu'ils ont reçu la visite de la Commission nationale des droits de l'homme, venue s'assurer de leurs conditions de détention. Cette affaire souligne la volonté du commandement de sanctionner toute défaillance au plus haut niveau. Et face à cette situation sécuritaire sous haute tension, les réponses se cherchent aussi sur le terrain politique. Le gouvernement et le Parlement s'activent pour mobiliser les soutiens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Face à cette poudrière sécuritaire, les institutions de la République ne restent pas inertes. Au Parlement comme à l'étranger, Kinshasa cherche la parade entre appel à la solidarité africaine et débat sur une refonte de sa défense nationale. La diplomatie parlementaire est en première ligne. Lors de la 47e conférence des parlements africains, le président du Sénat, Sama Lukonde, a lancé un appel pressant à la solidarité face à la situation dans l'Est.
Utilisant des termes forts, il a dénoncé un génocide silencieux et un génocoste, un génocide motivé par des raisons économiques. Il a exhorté ses pairs africains à soutenir activement les processus de paix de Washington et de Doha et à plaider pour que les parlements se transforment en véritables laboratoires de solutions. Sur le plan national, une proposition de loi audacieuse a été jugée recevable à l'Assemblée nationale. Portée par le député Missaré Claude, elle vise à instaurer un service militaire obligatoire pour tous les jeunes Congolais âgés de 18 à 30 ans. Selon son auteur, cette mesure permettrait de renforcer la défense nationale, mais aussi de consolider la cohésion sociale. La proposition a cependant suscité des réserves, plusieurs élus pointant du doigt le coût et la faisabilité d'un tel projet. Le texte a été envoyé en commission. Au cours de la même séance, les députés ont également jugé recevable une proposition de loi visant à réformer le barreau. Une action politique qui, vous l'avez compris, ne se limite pas à nos frontières. Elle s'est illustrée cette semaine par une diplomatie particulièrement active. Une diplomatie particulièrement active qui a placé Kinshasa au centre du jeu régional et international cette semaine avec des visites de haut niveau et la signature d'accords stratégiques. L'événement majeur fut la première visite officielle en RDC de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Accueilli par le président Félix Tshisekedi, ce séjour a été couronné par la signature de 6 accords de coopération bilatérale dans des domaines stratégiques, les ports, la coopération juridique, l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, l'appui au développement pour le Sud Kivu, la jeunesse et le sport, et l'instauration de consultations politiques régulières. Cette visite revêt une double importance stratégique. Elle renforce l'axe économique entre Doha et Kinshasa, tout en consolidant le rôle du Qatar comme médiateur clé dans la crise sécuritaire à l'Est. En marge des discussions, l'émir a également visité l'exposition Mobutu, une vie, un destin au Musée national. La RDC a également consolidé ses liens avec ses partenaires européens. La Belgique a accentué son soutien au projet Couloir vers Kivu-Kinshasa, un programme visant à protéger 100 000 km² de forêt. Pour matérialiser cet engagement, l'agence de coopération Enabel a ouvert un nouveau bureau à Beni. Du côté de la Suisse, les discussions avec le conseiller fédéral Ignacio Cassis ont porté sur l'aide humanitaire, le soutien au processus de paix et la coopération en vue du futur mandat de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces partenariats visent à se traduire par des projets de développement concrets sur notre territoire. C'est le cas dans le secteur économique où des investissements majeurs se profilent. Le développement économique du Congo passe par des projets d'infrastructures énergétiques ambitieux et une meilleure gouvernance des finances publiques. 2 axes majeurs de l'actualité de la semaine. La ville de Mweneditu, dans la province de Lomami, est au cœur d'un projet énergétique majeur. Les entreprises AEE Power et VSI Afrique ont présenté un plan d'électrification solaire estimé à 42,7 millions de dollars. Le projet prévoit l'installation d'une centrale de 14,04 MW avec pour objectif de fournir de l'électricité à plus de 25 000 clients d'ici 5 ans, un investissement qui devrait transformer l'économie locale. L'amélioration de la collecte des recettes publiques est une autre priorité. En Ituri, la Direction générale des impôts se prépare à l'instauration, dès 2026, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Dans le même temps, au Haut-Katanga, une mission d'enquête parlementaire a été dépêchée auprès de la DGDA. L'objectif : débloquer des dossiers de contentieux et recouvrer des fonds importants pour les caisses de l'État. Des grands projets économiques aux réalités quotidiennes des citoyens, le contraste est parfois saisissant. Catastrophes naturelles, enjeux de santé publique et défis urbains dessinent le visage d'une société en pleine mutation. Ce segment brosse un portrait contrasté de la société congolaise, témoignant de la résilience des populations face aux épreuves, mais aussi des initiatives qui, chaque jour, façonnent l'avenir du pays. Le pays a été durement frappé cette semaine. D'abord par la force de la nature.
La situation la plus critique est au port de Benadibele, dans le Sankuru, menacé de disparition par une érosion massive qui a déjà englouti plus de 100 maisons. Un appel urgent a été lancé pour décaisser plus de 4 millions de dollars pour des travaux. Les pluies diluviennes ont aussi causé des drames. À Cabinda, une rivière en crue a emporté une dizaine de corps d'un cimetière, créant un risque sanitaire majeur. Dans le Haut-Katanga, plus de 400 maisons ont été endommagées par des inondations. Puis, des incidents d'origine humaine. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la CENI à Kinshasa, détruisant des milliers de batteries, mais sans faire de victimes. Enfin, à Kolwezi, suite au crash d'un aéronef, l'autorité de l'aviation civile a assuré gérer la crise en conformité avec les normes internationales et en étroite collaboration avec les autorités angolaises, pays d'immatriculation de l'appareil. La santé publique reste un combat de tous les instants. Des campagnes massives de vaccination contre la poliomyélite sont en cours, ciblant plus de 400 000 enfants à Mweneditu et plus de 622 000 dans l'Équateur. Côté prévention, Médecins sans frontières s'engage dans le Haut-Katanga contre le choléra et la rougeole. Mais des défis persistent, comme à Irumu, où 13 000 habitants peinent à accéder à l'eau potable, provoquant une hausse des cas de fièvre typhoïde. La société est aussi confrontée à des vagues de violence. Un rapport alarmant de la société civile de Kalemi fait état de 7 féminicides en seulement 3 mois. À Lodja, des affrontements intercommunautaires ont fait 3 morts. Et à Bunia, les autorités alertent sur le phénomène des houlors, des jeunes délinquants se déguisant en élèves. Sur une note plus positive, plusieurs opérations d'assainissement ont été menées à Kinshasa et Kikwit pour améliorer le cadre de vie des habitants. Après ce tour d'horizon des défis de notre société, place à un domaine qui rassemble et suscite la passion, le sport, où les couleurs congolaises ont brillé sur la scène continentale. Le football congolais, tant masculin que féminin, a porté haut les couleurs du pays sur la scène continentale cette semaine, avec des résultats qui confirment le talent et la détermination de nos athlètes. Le FC Saint-Éloi Lupopo, seul représentant congolais encore en lice, a entamé ce soir la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Cheminots affrontaient le redoutable club sud-africain de Mamelodi Sundowns. L'entraîneur adjoint, Yacine Salmi, a promis une approche très intelligente, tandis que le joueur Junior Mendy a confirmé la sérénité du groupe, déterminé à grignoter des points. Une performance historique pour le football féminin congolais. L'équipe féminine du TP Mazembe a décroché une magnifique 3e place à la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont battu le club égyptien du FC Mazar 3-1 grâce notamment à un spectaculaire triplé de Marlène Yav-Kazaj. L'attaquante congolaise termine meilleure buteuse du tournoi avec 5 réalisations. Ce podium n'est pas un exploit isolé. Il s'agit du 2e grand succès consécutif pour l'équipe, qui avait remporté le titre la saison dernière, confirmant ainsi la montée en puissance du football féminin congolais. Pour conclure ce journal, retenons l'essentiel de l'actualité de ce 22 novembre. La dénonciation par l'armée des violations du cessez-le-feu dans l'Est, une situation qui continue de causer des drames humains. Sur le plan diplomatique, la visite de l'émir du Qatar qui ancre un partenariat stratégique avec la RDC. Nous retiendrons également cette enquête sensible visant plusieurs hauts gradés des FARDC et enfin, le cri d'alarme face aux catastrophes naturelles qui frappent durement nos populations. L'actualité est dense, parfois complexe, souvent porteuse d'espoir comme de défis. La mission d'Inside News RDC est de vous en livrer les clés avec des informations vérifiées et complètes. Dans un monde où la désinformation se propage à grande vitesse, le discernement est notre meilleur allié. La semaine qui s'achève nous rappelle que la construction de la paix et du développement est une œuvre collective. Quelle part chacun de nous peut-il y prendre? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur nos antennes. Restez informés, restez critiques. Au revoir.